sentiment sur le gouvernement qui m'a un peu agacé, Daniel, et je suis sûre que vous aussi, et pas juste un peu, qui m'a même révolté, c'est que jusqu'à maintenant, le gouvernement tunisien n'a toujours pas dit c'est un attentat antisémite. Les premiers communiqués, ce sont des visiteurs. Le deuxième communiqué, c'est un Français et un Tunisien. Oui, mais on peut être Français, Tunisien et Juif. Lise Benkemoun, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel Aïk Bokertov. Merci d'être avec nous ce matin. Nous vous avons sollicité, je rappelle que vous êtes la rédactrice en chef de Radio Judaïka Bruxelles, des informations de nos confrères de la radio juive de Bruxelles. Et vous étiez, il faut le dire, à l'occasion de l'Akba Omer, vous étiez sur place à Djerba au cours des derniers jours et vous étiez presque sur place. Vous allez nous raconter exactement comment cela s'est passé lorsque cette fusillade s'est déclenchée. Une fusillade dont on connaît bien entendu le bilan extrêmement lourd, quatre tués, dont deux membres de la communauté, un membre de la communauté juive tunisienne et un membre de la communauté juive de Marseille, qui étaient cousins, Aviel et Benjamin Haddad. Alors, racontez-nous comment ça s'est passé. Je suppose qu'il y avait une atmosphère, comme il y en a à la Griba de Djerba à l'occasion de l'Akba Omer, une atmosphère de fête, de festivité, de liesse. Racontez-nous. Tout à fait. Vraiment, Daniel, c'était magnifique. Moi, c'était la première fois que j'allais à ce pèlerinage de la Griba. J'étais jamais allée. D'ailleurs, j'étais non plus jamais allée à Djerba. Et vraiment, j'ai été touchée. Il y avait des milliers de gens de partout, d'ailleurs, et de tous les âges. Il y avait des pèlerins israéliens, notamment le groupe d'Iris Cohen, des centaines de personnes qui étaient venues d'Israël. Il y avait un très grand groupe de Français. Il y avait le groupe de Guy Azria, notamment vraiment énormément de bus entiers de pèlerins qui étaient venus, une atmosphère extraordinaire de liesse, les enchères, les gens qui sont là, qui chantent, qui dansent. Dans la cour de la Griba, il y a un énorme orchestre qui est là et des gens qui achètent à manger. Enfin, les gens restent toute la journée là-bas et font leurs prières. Et vous savez qu'il y a un certain nombre de rituels, donc cette pierre qui aurait été ramenée donc du premier temple de Salomon et autour de laquelle ils ont construit cette synagogue de la Griba. Donc les gens viennent prier, viennent faire des vœux, mettent des œufs avec le nom des gens pour lesquels ils font les vœux dans la grotte, allument des bougies, font des foulards, donnent de la tzedaka, ont vraiment une atmosphère de fête comme j'en avais rarement vu, une ferveur aussi religieuse de beaucoup de gens. Et on est là vers la fin de ce pèlerinage de l'Akba Omer. La veille au soir, déjà, dans la nuit, il n'était resté dans la Griba que les Djerbiens eux-mêmes qui font à cette occasion une fête très familiale, une fois que les pèlerins, eux, sont repartis après avoir passé toute la journée. Et juste à ce moment-là, nous, c'est vrai qu'on s'est dirigé vers la sortie et pour rejoindre notre avion qui faisait Djerba-Tunis avant de faire après Tunis-Bruxelles. Et c'est à ce moment-là que donc le tireur qui était, comme vous le savez, un policier, qui n'a pas pu approcher jusqu'à la Griba, parce qu'évidemment, vous visualisez pas autant que moi qui y étais hier comment ça se passe, mais les Tunisiens avaient vraiment voulu faire un énorme effort de sécurité. Ils avaient peur exactement de ce qui s'est passé hier soir. Et donc, il y avait 3 contrôles, 3 barrages, comme on dirait en Israël, avant d'arriver dans cette synagogue de la Griba. Il fallait présenter sa pièce d'identité, il fallait scanner si on avait des bagages, des sacs, etc. Et donc, dès ce premier contrôle, il est donc lui habillé en gendarme et on va lui demander son ordre de mission parce que chacun a un ordre de mission nominatif. Et donc, comme il ne l'a pas, il va tirer immédiatement sur les forces de l'ordre qui l'ont arrêté et il va tirer sur ce parking qui est à peut-être 300 mètres, on va dire, de la synagogue. Et là, c'est là qu'il va donc tuer à la fois les policiers et les deux cousins Haddad. Et à partir de là, les forces de l'ordre l'ont neutralisé, mais vont
enfermer pour sécuriser la zone, pardon, tous les gens dans la Griba pendant des heures et en ne sachant rien. Donc nous, à ce moment-là, on est déjà partis et donc on n'a pas vécu cette angoisse. On est sorti de là et on va à l'aéroport. Et ça n'est qu'ensuite, quand on a compris ce qui s'est passé, quand on était en ligne avec tout le monde, avec les pèlerins qui étaient dedans, avec les confrères de la délégation et des journalistes qui étaient partis avec nous, avec l'Office national du tourisme tunisien, Bernard Abouaf notamment, et nos confrères Rudi Saada qui étaient à l'intérieur et qui sont restés jusqu'à très très tard dans la nuit parce qu'en fait au départ personne ne comprenait ce qui se passait. C'est-à-dire qu'ils ont entendu des tirs, ils ont entendu de la violence, mais ils ne savaient pas exactement. Ils n'ont pas Ils reçu ont d'informations de ce qui se passait à l'extérieur. non, 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 non. Avant que le ministère de l'Intérieur tunisien fasse un communiqué, il s'est passé près de 2 heures et donc les gens envoyaient des informations contradictoires. Et nous aussi, c'est ce qu'on recevait. On disait au départ, il y a 3 terroristes. Après, finalement, c'est un seul. Ils étaient déguisés en religieux. Non, finalement, c'est un policier. Il a d'abord tué un policier pour voler son arme. Ça, c'était vrai. Donc, il y avait une confusion énorme qui régnait. Heureusement, par rapport à tout ce que je vous disais au début, les 3 quarts des bus avec tous les pèlerins, et nous y compris, avaient eu le temps en fait de partir de ce parking. Et c'est pour ça que le terroriste n'a pas pu faire un énorme carnage. Parce que sinon, dans ce parking, il y aurait eu des centaines de juifs sur lesquels il aurait pu tirer. Et là, en l'occurrence, comme c'était déjà la fin de ce pèlerinage, alors il y avait moins de monde. Il restait que quelques centaines de personnes dans la Griba et dont beaucoup sont restés enfermés jusqu'à 1 heure très tard dans la nuit avec les autorités qui sont venues constater, etc., jusqu'à 3 heures du matin. Alors, vous le disiez tout à l'heure, Lise, il y avait des forces de sécurité sur place. Le sentiment, Énormément. c'est ça, le sentiment était que l'événement était bien sécurisé. Honnêtement, oui, il y avait des policiers à tous les coins de rue, à tel point que honnêtement, même nous, et à l'entrée des hôtels, et on scannait les bagages et tout. Donc oui, on sait bien que la Tunisie craignait ce genre d'événements. Parce Et il faut rappeler qu'il y a eu en 85 déjà eu un attentat à la Griba. 2002, 2002? ouais, 2002. Ah, Et waouh. en l'occurrence, c'est vrai que oui, bien sûr, ils craignaient, mais pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un événement qui est vraiment important pour eux. C'est-à-dire que normalement, ce pèlerinage de la Griba, il lance la saison touristique pour la Tunisie. Et vous savez qu'après les années de Covid, etc., donc ils avaient besoin de ça. Maintenant, du côté de la communauté juive aussi, ils avaient vraiment envie que ça soit une réussite. Parce que d'abord, vraiment, moi, j'ai trouvé ces juifs de Djerba extraordinaires, chaleureux, très accueillant, tellement content de recevoir tous ces gens du monde entier qui viennent pour le pèlerinage. Et j'ai interviewé hier le grand rabbin de Tunisie avant l'attentat. Et il nous disait combien c'était important pour eux que le monde, pour une fois, ait un peu les yeux tournés sur leur petite île de Djerba dans laquelle ils vivent depuis des milliers d'années. Et ils avaient un message de fraternité qu'ils avaient envie de porter au monde, des derniers juifs en pays arabe, etc. Et donc aujourd'hui, il y a une chape de plomb sur la Harak Bira, qui est le quartier où ils habitent pour la plupart d'entre eux, parce ils sont très tristes. Et honnêtement, moi aussi, en ayant été là-bas hier, on est choqué et triste et c'est un Oui. sentiment de gâchis intense. Oui, effectivement, je dois souligner qu'on a essayé de solliciter certains des Juifs de Djerba ou des visiteurs. Ils étaient effectivement très, très choqués par ce qu'ils ont vécu et ils ne voulaient pas s'exprimer. Pour revenir, effectivement, c'est la troisième fois, Lise, que la Griba est le site, le théâtre d'un attentat. Il y a eu effectivement en 85 et également, comme vous le disiez, en 2002. Est-ce que alors, je ne sais pas si vous avez eu le temps dans le cadre de votre visite, mais est-ce que vous avez senti que la politique, on va dire, extrêmement hostile du président tunisien envers l'État d'Israël, elle se reflétait quelque part? Vous avez reçu des manifestations Oui. on va dire, de froideur, on va dire, de critique ou même de boycott de la part de certains Non, Tunisiens? c'est plus feutré que ça, Daniel. En fait, on sent effectivement qu'il y a quelque chose, mais les Tunisiens sont assez modérés pour beaucoup d'entre eux. Donc, on voit Oui, bien qu'ils ne veulent pas rentrer là-dedans. plus Ils veulent modéré que pas leur parler. gouvernement. Ouais, ils veulent pas trop parler d'Israël. Mais ce que je sais, c'est que beaucoup de Juifs tunisiens
de la communauté de Djerba que j'ai rencontrée et qui m'ont parlé, on dit qu'ils ont effectivement des soucis dès qu'ils veulent demander des visas, dès qu'ils veulent aller voyager. Donc, il y a quand même une sensation un peu angoissante, qui sont dans un ghetto, qui sont quand même un peu prisonniers. On sent bien eux-mêmes que dans leur prise de parole, ils n'osent pas toujours parler en hébreu. Mais en même temps, c'est aussi leur seule porte ouverte sur le monde quand on vient jusqu'à eux pour ce pèlerinage de la Griba. Moi, j'ai été choquée de voir que les trois quarts d'entre eux ne parlent que arabe et hébreu, alors que même en Tunisie, l'enseignement du français est obligatoire à l'école. Donc, mais comme souvent, ils vont à l'école juive, ils vont à la yeshiva, ils vont au collège, ils vont à l'école des jeunes filles, etc. Ils n'apprennent même pas forcément le français. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a une sensation de ghetto, vraiment, Daniel, dans cette communauté. On dirait que le temps s'est arrêté il y a 400 ans chez eux. Oui, effectivement. Tous ceux qui visitent la Djerba reviennent avec un sentiment de ce style, effectivement. La conclusion de ce voyage, c'est bien entendu, elle est mitigée. Oui, oui, elle est forcément mitigée parce qu'on on peut pas, voilà, il y a des morts, il y a des morts parce qu'ils sont juifs. Moi, le sentiment sur le gouvernement qui m'a un peu agacé, Daniel, et je suis sûre que vous aussi, pas juste un peu, qui m'a même révolté, c'est que jusqu'à maintenant, le gouvernement tunisien n'a toujours pas dit c'est un attentat antisémite. Les premiers communiqués, ce sont des visiteurs. Le deuxième communiqué, c'est un Français et un Tunisien. Oui, mais on peut être Français, Tunisien et juif. Et il n'y a pas marqué c'est des pèlerins juifs, alors que ça ne fait aucun doute en ayant été là-bas hier que c'est un attentat antisémite. Parce que s'il voulait juste tirer sur des policiers, il aurait pu, comme je vous le disais, aller à n'importe quel carrefour où il y avait des policiers, à n'importe quel hôtel, à n'importe quel côté de la ville. Mais non, il a d'abord tué un policier pour voler son âme et ensuite il s'est rendu jusqu'à la Griba. Mais la Griba, c'est pas dans le centre-ville. La Griba, c'est éloigné. Il faut vraiment vouloir aller là-bas. Donc, c'est évident que ce terroriste-là, il cherchait des juifs. Et c'est là qu'on revient à votre question sur la politique, parce qu'il est évident que le gouvernement tunisien ne veut pas dire c'est un attentat antisémite. Et ça, alors que c'est une réalité, c'est révoltant. Mais je vous dirais que ça arrive aussi en France, qu'on dise mais non, c'est un loup solitaire et c'est pas un attentat antisémite, avant d'attendre 5, 10 ou 15 ans avant de reconnaître la vérité. Eh bien, Lise Venkemoun, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes la rédactrice en chef de Radio Judaïka Bruxelles. Merci d'avoir été avec nous ce matin et bonne journée, on l'espère, également ici en Israël aussi, de notre côté. Bonne journée, Daniel. On espère surtout que les roquettes vont se calmer et que ça y est, on va pouvoir passer un Alors, Shabbat un peu chaquette.